OK. Donc, comme je disais, je coordonne l'Institut Santé et Société à l'UQAM et on a l'habitude d'accueillir plusieurs membres qui sont chez nous. On représente 130 personnes, professeurs juste à l'UQAM, qui travaillent sur des questions de santé. Et on a l'habitude de les accueillir pour qu'ils nous présentent leurs résultats de recherche ou différents types de projets qu'ils mènent. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir une membre qui va présenter un de ses projets. Donc, c'est Maude Bonenfant. Peut-être certaines personnes la connaissent déjà, mais je vais vous la présenter officiellement quand même parce que on ne veut pas faire de faute. Dans nos présentations, je vais lire. Maude Bonenfant, donc, elle est professeure titulaire au département de communication sociale et publique de l'UQAM. Elle est aussi docteur en études sémiotiques. Ses recherches sont orientées vers les dimensions sociales des technologies de communication, les réseaux socio-numériques, les données massives, l'intelligence artificielle, les communautés en ligne et tout particulièrement l'étude du jeu. Elle est aussi titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs-joueuses, co-directrice du laboratoire de recherche en médias socio-numériques et ludification. Et elle est également co-directrice du groupe de recherche Homo Ludens sur le jeu et la communication. Donc, ça, c'est la présentation officielle de notre conférencière qui va aujourd'hui nous parler, donc, comme le titre de sa conférence le dit, de communauté de jeux vidéo et de la paredance organisée. Donc, je cède tout de suite la parole à Maude, qui va nous partager aussi son écran. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle conférence et merci beaucoup, Maude, de présenter ceci aujourd'hui. Bonne journée. Ben, merci beaucoup, Kate, pour la présentation. Merci, Joanne, aussi pour l'invitation. Donc, je suis vraiment contente de venir vous parler de cette recherche qui est en cours. Donc, vous allez voir, là, il va y avoir certains résultats qui vont être présentés, mais je dois dire d'abord que on n'a pas commencé là, l'approfondissement de l'analyse, mais vous aurez déjà certaines pistes de réflexion à partir du terrain qu'on est en train de réaliser. Donc, avant de commencer, je vais passer par une petite anecdote. Quand j'étais à la fin des années 90, un de mes emplois étudiants était en fait l'animation de chat pour enfants qui s'appelait à l'époque Casbao. Et donc, j'organisais des activités dans des chats pour des enfants qui étaient environ entre 10 et 15 ans, toutes sortes de jeux. Puis, bon, ils venaient me parler dans un chat privé aussi beaucoup. Et j'ai travaillé là peut-être pendant 2 ans. Et j'ai été étonnée à quel point je connaissais les enfants, même si je les avais jamais vus. Et en fait, je me rendais compte rapidement quand ils venaient me parler en privé s'ils allaient bien ou pas bien, et ça avec quelques mots seulement. Et donc, à ce moment-là, je me suis rendu compte à quel point les outils de communication à distance comme ça pouvaient rapprocher énormément les gens, puis même bien les sentir, particulièrement là dans ce cas-là avec les enfants qui se sentaient très à l'aise de venir me parler parce qu'ils savaient que j'étais un adulte, mais on ne s'est jamais vu, donc il n'y avait pas de photos ni rien qui était échangé. Et donc, ils se sentaient confiants de me parler et de se confier. Et puis, je sentais vraiment là, leurs émotions, s'ils allaient bien ou pas bien. Et en fait, c'était pas mal ce que moi, je ressentais aussi à travers mes expériences de jeux vidéo. Donc, à la fin des années 90, je suis dans ce type de communauté-là en ligne et je vois que c'est très social et que les rapports sociaux sont très importants. Et pourtant, tout ce dont j'entends parler, c'est que les jeux vidéo causent l'isolement, de l'anxiété sociale, que c'est des adolescents dans leur sous-sol qui perdent leur temps, etc. Et donc, une image très négative basée sur l'isolement social qui est faite des jeux vidéo, alors que moi, c'est pas du tout l'expérience que j'en ai à cette époque-là. Donc, au début des années 2000, je rentre au cycle supérieur et à ce moment-là, je me dis, ben, peut-être que c'est vrai, peut-être que les jeux vidéo causent l'isolement social et sont finalement nocifs là, pour les joueurs et joueuses, mais il faudrait essayer de comprendre, d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis en fait, là, je me suis rendu compte que les études du jeu, donc en anglais, les Game Studies, étaient à peine nées. Donc, le Year One, là, comme vous voyez, c'est
c'est en juillet 2001. Donc, j'arrive au cycle supérieur au moment où les études du jeu commencent et donc j'ai pu vraiment bien suivre là, l'évolution de ce champ de recherche-là pour me rendre compte que finalement, ben, il y avait très peu d'études qui étaient faites. C'était plutôt du côté de la psychologie, puis beaucoup en lien avec la représentation de la violence, là, puis aussi la réception des médias. Et donc, à partir de là, on a fondé un groupe de recherche au Mouludens qui existe toujours et on a fait une grosse recherche qui portait sur ce qu'on appelle là, en anglais les hardcore gamers, donc les joueurs assidus de jeux vidéo pour voir un peu, là, on parle dans les années 2000, là, 2005, 2008, cette recherche-là, essayer de comprendre leurs pratiques. Et puis, on s'est rendu compte bon, de beaucoup d'éléments. Donc, on a beaucoup mieux compris qu'est-ce que c'était un joueur, une joueuse de jeux vidéo. Mais qu'un élément qui est vraiment ressorti, c'est que toute la vie sociale qui était vécue, qui est vécue au sein des communautés de joueurs et joueuses est extrêmement importante. En fait, c'est le facteur de rétention. Et les jeux vidéo étaient et sont encore une plateforme pour venir socialiser. Et donc, au lieu de se connecter dans d'autres types d'outils de socialisation, ben, les joueurs se connectaient là, en jeu pour venir jaser, parfois même pas pour jouer. Et donc, cet espace-là de communication, de socialisation, on a vu beaucoup, beaucoup de rapports sociaux se développer à partir de là. Et donc, plusieurs acquis très, très bénéfiques pour les joueurs et joueuses, d'autant plus qu'on s'est rendu compte que la socialisation en jeu ne venait pas remplacer la socialisation hors jeu, mais devenait un autre mode et donc venait s'additionner à la vie sociale de l'individu. Et donc là, il y avait beaucoup d'éléments très positifs qui en étaient tirés. Et donc, par la suite, ben, on a commencé à étudier un peu les moyens de communication. On s'est rendu compte aussi que les joueurs avaient développé énormément de plateformes de communication, de socialisation aussi, des réseaux, toutes sortes de plateformes qui existent encore aujourd'hui, parce que justement, les rapports sociaux sont au cœur de l'expérience. On a constaté aussi hein, le développement de toutes sortes de compétences émotionnelles, c'est-à-dire, par exemple, surmonter les échecs, une émulation positive, développement de confiance en soi, la réalisation de soi, le contrôle de soi, etc., etc. Et donc, plusieurs acquis au sein des communautés en termes de compétences émotionnelles, mais aussi d'une construction identitaire à la fois individuelle, donc vraiment une identité de joueur-joueuse sur laquelle on bâtit toutes sortes d'expériences, mais aussi une identité collective, hein, et donc un sentiment d'accomplissement au sein d'une communauté, un sentiment de reconnaissance, parce que même avec les avatars, nos pseudonymes, on est connu et reconnu, et puis finalement un sentiment d'appartenance. Et donc, tous ces éléments-là, évidemment, mènent vers une socialisation qui est riche et complexe. Et donc, là, il faut se replacer là, dans les années 2000, là, où là, on a à peine les plateformes telles que Facebook là, qui commencent à apparaître. Et là, déjà, dans les communautés, là, on voit qu'il y a vraiment le partage hein, d'une passion commune, mais qu'il y a aussi toutes sortes de processus de collaboration, d'organisation, de coordination, de leadership, diplomatie, empathie entraide et vous me voyez venir de part aidance. Et donc, déjà là, nous, ce qu'on constate, c'est qu'il y a toutes sortes d'expériences de part aidance et toutes sortes d'histoires que nos joueurs, joueuses qu'on a interviewés nous racontent en lien avec le fait d'avoir aidé d'autres personnes qui étaient en situation de détresse, dont des gens qui voulaient se suicider. Pourtant, dans les années 2010, les études du jeu se concentrent principalement sur la toxicité au sein des communautés. Exactement comme dans les médias sociaux numériques, là, il y a toutes sortes de problèmes de toxicité qui sont vécus encore jusqu'à aujourd'hui. Et donc, les chercheurs, chercheuses, dont moi, on regarde beaucoup de ce côté-là, voir comment on peut essayer de comprendre la toxicité en jeu, puis comment on peut essayer de trouver des solutions là, pour améliorer, disons, l'ambiance générale dans les jeux. Et puis, je travaille encore là, sur la toxicité, donc ça demeure extrêmement important, mais on dirait que comme on était très concentré du côté de la toxicité, il y a eu moins de recherches qui se sont faites sur tous les rapports positifs au sein des communautés de joueurs et joueuses. Euh,
Et là, arrive 2020, donc évidemment la pandémie. Et là, il y a vraiment un gros revirement. Nous, les joueurs et joueuses, on l'a vu, là, un changement d'attitude sociale par rapport aux jeux vidéo, où là, même l'Organisation mondiale de la santé lance une initiative qui s'appelle Play Apart Together pour faire en sorte que les gens restent chez eux, mais qui jouent à des jeux vidéo ensemble pour conserver des liens sociaux pour la santé mentale. Donc là, on voit vraiment une initiative majeure de la part de l'Organisation mondiale de la santé, alors que joueurs et joueuses, on était plutôt habitués à avoir des discours qui tendaient vers des préjugés sur encore une fois, l'isolement que pouvait causer la pratique des jeux vidéo. Donc là, vraiment un tournant. Et à ce moment-là, on voit toutes sortes d'initiatives au sein des communautés de joueurs et joueuses. Donc, vraiment une normalisation de l'entraide, hein, et ça très, très rapidement, hein. Dès que on a commencé à être en confinement, tout de suite, il y avait des initiatives dans les communautés de joueurs et joueuses pour organiser des activités en jeu, organiser des tournois amicaux, mais aussi des activités sociales, hein, parce que déjà, on était habitué là, à utiliser les plateformes pour venir socialiser, même un vendredi soir, hein, au lieu d'aller dans un café ou un bar, ben, d'aller au sein du jeu, puis faire un 5 à 7, par exemple. Et donc, toutes sortes d'activités ont été organisées de manière très spontanée. Mais plus encore, il y a eu la fondation de certains organismes plus ou moins informels, qui sont devenus de plus en plus formels à ce moment-là. Et là, des demandes de plus en plus élevées par rapport des besoins d'aide, des effets négatifs de l'isolement, des problèmes de santé mentale et autres. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu des personnes joueuses qui vont spontanément, pardon, prendre le relais des personnes qui organisent de manière plus officielle le soutien moral pour venir là, vraiment créer une espèce de filet social pour s'entraider entre joueurs et joueuses. Et donc, évidemment, nous, on a trouvé ça extrêmement intéressant comme phénomène et on a voulu en savoir plus. Donc, ça, c'est disons, l'introduction, ça, pourquoi on en arrive à cette recherche-là. Et là, évidemment, bien, la première étape d'une recherche, c'est faire une revue de littérature et d'essayer bon, de comprendre qu'est-ce que, par exemple, la paraidance. Et donc, la paraidance, de manière générale, est un processus de rétablissement en santé mentale où il y a l'intervention de personnes ayant connu des épisodes de troubles psychiques et des difficultés et qui ont appris à vivre avec ou à les surmonter. Et donc là, évidemment, il y a différentes formules de paraidance organisées, mais les personnes peuvent être formées ou non aux soins, mais il faut vraiment qu'il y ait une connaissance, une expérience du vécu de la personne qui est aidée par la personne paraidante. Ici, je dois mettre un petit astérix. J'ai commencé à utiliser le mot père aidant en croyant que c'était particulièrement appliqué dans un contexte où la personne n'est pas formée. Et donc là, par exemple, là, un joueur, joueuse qui a connu un épisode de dépression, par exemple, pourrait être père aidant vis-à-vis un autre joueur, joueuse qui a des symptômes de dépression. Mais on s'est rendu compte dans la littérature qu'en fait, c'est beaucoup plus proche des personnes qui sont formées dans un contexte médical, qui est une autre façon d'avoir une approche thérapeutique. Donc, là, l'utilisation que nous, on en fait dans l'équipe de recherche, il faut vraiment la comprendre dans un sens très large, là, où on inscrit des individus qui ont vécu la même chose, mais sans nécessairement être formés là, à intervenir en intervention. Et donc, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait peu d'études sur la paraidance en ligne, au début des années 2020. Donc, oui, il y en a certaines sur les plateformes de diffusion en continu, sur Facebook, sur Twitter, sur certaines plateformes de clavardage et sur les forums. Mais au final, moi, j'ai été étonnée qu'il y en ait si peu, compte tenu de l'expérience que moi j'en faisais, de voir à quel point il y avait du soutien là, entre pairs aidants sur le web en général. Mais encore plus surprenant,
très, très peu d'études sur la paraïdance en contexte de jeux vidéo. Alors que pour moi, c'était d'une évidence, là, comme je vous le disais, depuis la fin des années 90, début 2000, qu'il y avait cette entraide-là entre joueurs et joueuses. Euh, et quand il y a des études, c'est surtout sur la relation mentor-disciple. Ce qu'on veut dire, c'est vraiment la relation de joueurs aguerris qui vont accueillir des nouveaux joueurs, joueuses au sein des communautés, puis qui vont les guider au sein du jeu. Et là, il s'installe une relation de confiance et c'est un peu là de la paire aidance, mais ce n'est pas nécessairement en contexte de santé mentale. Mais c'est une relation comme ça de confiance et d'entraide. En termes vraiment de paire aidance, il y a juste une équipe qui se démarque, celle de Karen Fortuna, qui ont mené quelques recherches là, sur la paire aidance en contexte de jeux vidéo. On arrive à notre recherche, donc la mise en place comme telle, en fait, d'une partie de la recherche qui est principalement des entretiens semi-dirigés, donc avec Elisa Vial, qui est doctorant, qui est au doctorat en sémiotique, et Clara Lotellier à la maîtrise en communication. Et on mène présentement ces entretiens-là. Présentement, nous en sommes à 76 entretiens. Euh, on va bientôt mettre un arrêt aux entretiens pour être capable de les traiter. Mais on trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment plusieurs types d'intervenants et de personnes concernées. Et donc, pour avoir un espèce de portrait d'ensemble sur le phénomène. Donc, on a des mineurs, puis je vais expliquer pourquoi par la suite avec des parents, là, qui est un organisme particulier. On a des intervenants responsables, bénévoles, etc., au sein d'organismes plus ou moins officiels, officieux. Et on a des joueurs, joueuses, dont des streamers sur Twitch. Donc, une belle diversité de personnes. On a plus d'hommes, mais quand même beaucoup de femmes aussi. Les âges entre 18 et, disons, 34 ans principalement, avec un niveau de scolarité, disons, premier cycle universitaire principalement et des revenus très variés. Bon, je passe assez rapidement, là, euh, pour en arriver, disons, à des premiers résultats là, qui nous semblent intéressants à vous présenter à ce stade-ci. D'abord, un des organismes qui est très important, c'est la Fondation des gardiens virtuels qui a été créée avant la pandémie, donc en 2018. Mais eux, vraiment, fonctionnent sous le principe des travailleurs de rue numériques, là, comme ils le disent eux-mêmes. Donc, au fil des années, là, ils sont devenus de plus en plus organisés. Mais les gardiens virtuels eux, entre autres, organisé très rapidement là, des activités pour essayer de mettre en réseau les joueurs et joueuses lors des confinements. Ils ont des personnes qui sont formées pour essayer d'être des espèces de sentinelles dans les plateformes de jeux pour essayer là, de faire de la prévention. Ils ont toutes sortes d'activités là, en lien avec la prévention du suicide, la santé mentale au sein des jeux, de la sensibilisation aussi beaucoup pour faire connaître le phénomène, mais faire connaître les aides aussi qui sont disponibles. Donc, un organisme très important. Et un autre organisme qui s'est créé pendant la pandémie, c'est l'Abri du Gamer. Donc, l'abri du gamer a ça de particulier elles sont, je devrais dire, parce que c'est très, très majoritairement des femmes, des professionnels, donc infirmières, travailleuses de rue, intervention psychosociale, etc., etc. Donc, euh, plusieurs bachelières, entre autres, et donc des joueuses qui sont elles aussi sur le terrain et qui offrent un certain soutien professionnel aux joueurs et joueuses en ligne à certaines heures. Et donc, là aussi, une initiative là, qui est partie du terrain des joueurs et joueuses, là, d'une infirmière, entre autres, qui a senti le besoin là, d'avoir un organisme comme ça pour venir en aide dans un contexte de santé mentale. Un autre organisme, le Gamer Mentor, c'est cet organisme-là qui est un peu différent, en fait, et qui, lui aussi, vise disons, encadrer les adolescents
adolescentes pour mieux vivre leur passion pour le jeu vidéo. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'on a interviewé des mineurs et leurs parents aussi. Et donc, de voir un peu comment la santé mentale est abordée dans ce contexte-là. Et donc, vous pouvez imaginer les programmes de sport-études au secondaire. Bon, comme vous le savez peut-être, il y a désormais des programmes de e-sport-études, donc au lieu que ce soit du basketball ou du hockey, mais là, c'est du jeu vidéo. Et donc, c'est un peu le même principe, c'est essayer de partir de la passion de l'adolescent, de l'adolescente, pour miser sur un mieux-être général, c'est-à-dire leur apprendre à bien manger, à faire du sport, à s'écouter, à être à l'écoute des autres également, tout ça, mais en ayant aussi des séances de jeux vidéo puisque c'est leur passion. Et donc, c'est dans ce contexte-là aussi qu'on est allé voir du côté des ados, puis des parents, là, comment ils percevaient cet organisme-là dans le contexte de la santé mentale. Puis, on est allé voir évidemment les communautés sur Discord, là, qui est la plateforme, une des plateformes principales là, de communication pour les joueurs, joueuses de jeux vidéo. Donc, le Discord, genre, je vais y revenir un petit peu plus tard, là, mais joue un rôle extrêmement important, là, entre autres avec les canaux là, qui peuvent être à la disposition des individus pour venir échanger, communiquer, s'entraider ou demander de l'aide. Et finalement, Twitch, qui est la plateforme en diffusion en continu là, des joueurs et joueuses, où là aussi, on va avoir des Twitchers, des Twitcheuses qui vont être à la première ligne là, pour recevoir des confidences de joueurs, joueuses là, qui vivent des moments difficiles. Et donc là aussi, on a fait quelques entrevues là, pour savoir un peu comment s'était perçu le phénomène, puis comment il y avait action en lien avec ces demandes d'aide-là. Et donc, comme je vous disais en début de présentation, présentement, là, on est en train de conclure les derniers entretiens. Et donc, on n'est pas rentré en profondeur là, dans l'analyse comme telle. On a développé toute une grosse grille là, d'analyse avec diverses dimensions. Mais déjà, on peut vous présenter quelques résultats généraux, donc quelques éléments intéressants, ne serait-ce que dans le contexte où il y a peu, voire pas de recherche qui est faite sur la pérédance en contexte vidéoludique au Québec, et donc de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre territoire pour éventuellement agir, parce que c'est ça, ultimement, notre objectif, c'est d'essayer de voir avec d'autres organismes comment on peut mieux faire le passage entre les sentinelles sur le terrain, puis des organismes d'aide. Vous allez voir vers la fin de la présentation. Donc, bien évidemment, de nombreuses personnes nous ont confié avoir reçu une aide qui les a grandement aidés à mieux se sentir, à éviter les automutilations ou même le suicide. Donc, ça peut sembler évident, mais je le répète, ce n'est pas documenté. Donc, il n'y a pas de recherche qui documente le phénomène, alors que là, on a vraiment des joueurs-joueuses qui nous ont dit à quel point la communauté les a aidés dans un contexte de santé mentale. De manière générale, ben, comment ça fonctionne? Ben, comme je vous disais au début, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la part sociale des communautés de joueurs. Donc, ce sentiment d'appartenance-là à la communauté, il y a tout un sentiment de confiance, d'être compris, d'être écouté. Et donc, évidemment, on a envie d'y retourner, on développe des liens d'amitié au sein de ces communautés-là. Et le fait de participer à ces plateformes de jeu, ben, il y a une réduction de l'isolement. Donc, oui, nous sommes devant notre écran, mais comme présentement, nous sommes devant notre écran, donc on le sait très bien que même s'il y a un écran, ben, il y a des formes de socialisation, il y a un soutien qui peut avoir cours. Et donc, dans ce contexte-là, ben, le fait de participer à ces communautés-là est déjà en soi un facteur de bonne santé mentale, puisqu'on a toujours quelqu'un vers qui se retourner si ça ne va pas bien. Ensuite, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les jeux influencent donc
beaucoup la manière dont la paraidance va être organisée. Donc, la structure des jeux influence cette structure-là de la paraidance. Donc, moi, c'est une de mes spécialisations. Donc, comme sémioticienne, c'est de voir comment les éléments sont organisés au sein des plateformes, là, ici en l'occurrence les plateformes de jeu, et voir quel type d'incidence ça a sur la construction identitaire, sur la communication, sur la socialisation, les rapports sociaux, etc. Et donc ici, là, on s'est rendu compte que, par exemple, dans des jeux qui sont structurés sous forme de guildes, mais d'équipes, ça pourrait être la même chose, d'autres types de structures, mais c'est très hiérarchique. Donc, il y a les chefs de guilde qui sont au-dessus, ensuite les officiers, ensuite on a les membres réguliers, puis finalement les nouvelles recrues. Et on se rend compte que les nouvelles recrues vont spontanément, évidemment, demander de l'aide et être guidés par les membres réguliers, les officiers, etc. Et donc, il y a vraiment une hiérarchie, oui, en termes de pouvoir au sein des organisations, des communautés de jeux vidéo. Mais cette manière-là de fonctionner va entraîner le fait que les nouvelles recrues ou les membres réguliers vont être portés à se tourner vers leur supérieur, entre guillemets, là, pour demander de l'aide parce qu'ils ont confiance. Et donc, ces membres-là, c'est les chefs de guilde ou les officiers, vont recevoir beaucoup de confidences et vont être amenés à intervenir souvent et à être dans une dynamique de pair aidance auprès des membres réguliers et des nouvelles recrues. Et donc, cette auto-organisation-là en jeu, ben oui, on voit du mentorat qui se met en place au sein du jeu, aussi une certaine forme de modération, c'est-à-dire que les chefs de guilde ou les officiers, par exemple, vont venir intervenir s'il y a des situations de crise, mais il va aussi y avoir de l'entraide puis de la paraidance, là. Et là où c'est intéressant, c'est cette structure-là en jeu va être reproduite sur le Discord de la communauté. Et donc, l'auto-organisation en jeu se reproduit dans une forme d'auto-organisation là, au sein des Discord, où il va y avoir, par exemple, le propriétaire du serveur qui est en haut, ensuite les administrateurs, les modérateurs et les membres. Donc, il y a vraiment là aussi une structure du média socio-numérique qui organise de manière en symbiose là, avec la plateforme, la paraidance. Donc, il va y avoir vraiment une demande d'aide qui va remonter vers le haut. Et ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les personnes modératrices et les membres très impliqués jouent vraiment leur rôle central. C'est vraiment ces personnes-là qui sont au cœur là, de la paire aidance. On s'est rendu compte de membres de Discord, donc des joueurs-joueuses qui étaient connectés vraiment de nombreuses heures par semaine pour être là comme en espèce de vigilance là, pour s'assurer qu'il y a toujours quelqu'un de présent si un joueur-joueuse était en état de crise, par exemple. Et donc, un très grand investissement là, émotionnel, puis en termes de temps, de la part de ces membres-là des communautés de joueurs et joueuses. Et donc, c'est vraiment des sentinelles qui sont sur le terrain. Hein, on parle de travail de rue, mais en jeu, là, où ils sont présents sur le terrain, dans les communautés et qui sont vraiment la première ligne pour recevoir les confidences des joueurs et joueuses qui sont en crise. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que dans les communautés où il y a une valorisation des comportements positifs, donc comme je vous disais, il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites sur la toxicité en jeu, mais ce n'est pas toutes les communautés de joueurs et joueuses qui sont toxiques, et même au sein des communautés dites toxiques, ben, on voit des sous-communautés, là, et dans ces communautés-là et sous-communautés où on valorise les comportements positifs, bien, il tend à y avoir une reproduction de ces comportements-là, c'est-à-dire que les nouveaux arrivants ben, apprennent les normes et valeurs de la communauté ou de la communauté et puis reproduisent ces comportements-là parce que c'est comme ça qu'on fait. Hein. On est vraiment dans des processus de socialisation très communs là, qui ont cours hors ligne. On voit la même chose en ligne. Et donc, quand on développe une culture de l'entraide, bien, on voit que ça se reproduit aussi et que les autres joueurs, joueuses ont envie aussi d'aider et que ça développe là, un sentiment
d'appartenance plus fort qui entraîne une valorisation des comportements positifs, reproduction, etc., etc. Donc, vous voyez là la boucle qui est créée avec ce type de dynamique-là qui est créée au sein de communautés et sous-communautés. Et donc là, évidemment, il y a beaucoup de joueurs et joueuses qui font mention de la mauvaise image des jeux vidéo, hein. Je vous parlais au départ de l'isolement de supposé des joueurs et joueuses de jeux vidéo, que les jeux vidéo, c'est une perte de temps, etc., etc. Bon, les discours tendent à évoluer, mais les joueurs et joueuses nous ont encore dit qu'il y a une mécompréhension de ce qu'ils vivent et de leur activité, donc de jeux vidéo, et que là, de se retrouver au sein de ces communautés-là positives où ils sont compris, ils n'ont pas à expliquer leur passion pour le jeu vidéo, mais il y a vraiment un sentiment de confiance qui se développe. Et en plus, ce genre de dynamique-là tend à renverser là, cette diabolisation-là qui est faite des jeux vidéo chez les non-joueurs et joueuses, là. Et donc, on en arrive à un schéma ainsi pour essayer de comprendre la paraidance en contexte de jeux vidéo où on a une communauté de joueurs et joueuses, où il y a un sentiment communautaire qui se développe au fur et à mesure des heures de jeu, des fois des années hein, de jeu aussi, parce que les joueurs et joueuses gardent leur pseudonyme, donc ils sont connus et reconnus à travers le pseudonyme, là, des fois pendant des années. Et donc, ce sentiment communautaire-là entraîne une auto-organisation qui va être directement en lien avec l'organisation ou la structure des jeux, qui va être reproduite sur les médias sociaux numériques, entre autres sur Discord, ce qui crée un filet social hein, à travers des sentinelles, si on peut dire, de ces joueurs-joueuses qui sont sur le terrain et qui reçoivent les confidences. Et dans ce contexte-là, ça crée un milieu de prévention et de sensibilisation dans un contexte de santé mentale, ce qui permet de prévenir des comportements nuisibles et toxiques, ce qui encourage un sentiment communautaire, etc., etc. Donc là, vous voyez aussi la boucle qui est créée dans un contexte de paraidance et ne serait-ce que de mettre ça en lumière au sein des études du jeu, euh, jette une lumière nouvelle sur les recherches qui sont menées sur les communautés de joueurs et joueuses parce que, comme je vous disais, on entend surtout parler de la toxicité dans les communautés alors que, ben, on voit qu'il peut y avoir aussi d'autres types de dynamiques là, qui sont présentes et ce qui a eu cours, entre autres, durant la COVID, là, les confinements. Évidemment, ce que je vous présente là a l'air idyllique, mais il y a des limites à la paraidance et nos intervenants et intervenantes les ont nommées à plusieurs reprises. Donc, une des limites, c'est évidemment la disponibilité des personnes paraidantes. C'est limité, hein, il n'y a pas de 24/7. Même l'abri du gamer a certaines ouvertures, là, oui, en soirée, mais évidemment, on ne peut pas être présent constamment. Même les membres très impliqués sur les Discord, ben, il faut bien qu'ils dorment à un moment donné. Donc, c'est un travail qui est volontaire, qui est bénévole. Donc, il n'y a pas toujours quelqu'un qui peut être là pour répondre à une personne qui est en crise. Donc, évidemment, c'est une première limite. Ensuite, une deuxième limite, et là, on a été assez surprise là, de ce résultat-là, c'est qu'en fait, il y a tellement de demandes d'aide que ces structures-là, entre autres dans les canaux de Discord, ben, les joueurs-joueuses ont dû mettre en place un système de tickets c'est comme vraiment au magasin où on prend un ticket et on demande d'être écouté, donc de rencontrer quelqu'un. Et donc, il y a une file d'attente qui se crée. Et des fois, il faut attendre très longtemps et on sait très bien que si on est dans une situation de crise, par exemple une crise suicidaire, ben, le fait de juste prendre un ticket puis devoir attendre, ben, ça convient pas là, à la réponse qui est donnée. Et donc, il y a aussi des problèmes
problèmes entre bon, des demandes sérieuses, donc vraiment des personnes qui sont en crise, alors que versus d'autres qui ont besoin d'attention, qui, oui, ça peut être un réel besoin, mais on élargit là, vraiment la définition de la paraidance dans un contexte de santé mentale pour chercher quelqu'un avec qui parler. Là. Donc, là aussi, là, une pondération, disons, si on peut dire, dans les demandes d'aide, ce qui fait qu'il y a trop de demandes par rapport aux personnes disponibles pour venir aider. Ensuite, et ça, c'est probablement le problème le plus majeur dans un contexte de santé mentale, c'est qu'il y a un manque de suivi. Donc, à partir du moment où on a parlé à quelqu'un sur le Discord, on a eu une aide là, spontanée d'un père, ben, cette personne-là, peut-être qu'elle ne sera plus disponible là, éventuellement. S'il n'y aura pas de suivi là, qui va être fait, c'est plutôt dans le contexte de rencontres ponctuelles où ça va être réalisé. Comme dans toute situation de paraidance et de situation d'entraide où on est là pour les autres, ben, il y a une fatigue émotionnelle et un risque de surmenage des personnes paraidantes. Donc, il y a plusieurs joueurs, joueuses qui nous ont dit là, avoir ressenti ça et donc de se sentir à un moment donné démunis. Il y a aussi le risque d'un réveil d'un sentiment de détresse chez la personne paraidante. Hein. Donc, c'est ça, les pères aidants souvent ont vécu la même chose. Donc, par exemple, des sentiments suicidaires, bien là, d'entendre quelqu'un nous en parler peut réveiller des sentiments négatifs, aussi, entre autres, en ce qui a trait à l'automutilation, etc. Et donc, là, à ce moment-là, bien, il peut y avoir un cercle vicieux qui s'installe. Et là, ça prend absolument l'intervention d'un tiers là, pour venir aider ces deux personnes-là. Donc là aussi, un risque de ne pas, de pas venir aider, mais au contraire de nuire aux deux personnes. Euh, de la même manière, évidemment, ce n'est pas nécessairement des personnes qui sont formées. Donc, il peut y avoir un manque de compétences en intervention, des conseils inadéquats, même de mauvais conseils qui peuvent nuire au final, malgré les bonnes intentions. Donc, il n'y a pas toujours de l'aide là, très concrète là, qui va être apportée. Donc, ça aussi, des joueurs-joueuses nous ont parlé de cette situation-là. Et puis, comme je vous disais, l'image souvent négative qui est faite des joueurs de jeux vidéo ben, fait en sorte qu'ils ou elles veulent plutôt rester dans leur communauté et donc rester dans cet espace sécuritaire-là où ils ou elles sont comprises, où elles ont confiance, il y a une compréhension mutuelle et donc ne veulent pas nécessairement sortir cette relation-là de paraidance pour aller chercher de l'aide extérieure. Et là aussi, ça a été soulevé là, comme problématique et limite à la paraidance. Et donc, suite à ces présentations-là, des limites de la paraidance, ben, nous, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est oui, il y a des sentinelles qui sont sur le terrain. Ils sont là comme premiers répondants. Ils peuvent être vigilants par rapport aux demandes d'aide, aux crises suicidaires, à l'automutilation qui ont cours là maintenant. Donc, il faut qu'il y ait une réponse là, immédiate. Sauf qu'il y a la limite et après, donc après l'appel à l'aide, qu'est-ce qui arrive? Et c'est vraiment là qu'on voit qu'il y a un nœud c'est le passage là, sur le terrain de jeu, si on peut dire, jusqu'à une aide extérieure professionnelle pour venir assurer là, un soutien aux personnes en crise. Et donc, dans ce contexte-là, bien, on s'est tourné aussi du côté de certains organismes pour aller voir là, comment ils répondaient aux demandes d'aide, entre autres au Centre de référencement du Grand Montréal, aussi l'Association québécoise de prévention du suicide, Tel Jeune, etc. Et puis, de voir aussi comment les intervenants, intervenantes de ces organismes-là répondent aux joueurs et joueuses. Et puis, on s'est rendu compte, entre autres, qu'il y a une certaine, je dirais confusion, mais c'est peut-être pas le bon terme, là, mais je vais le dire en anglais, ça va être plus facile à comprendre, entre le gambling et le gaming.
Et donc là, ici, il y a quand même une certaine problématique à déconstruire, puisqu'évidemment, c'est pas les mêmes problèmes, là, ce qui est du jeu de hasard et d'argent, puis le contexte du jeu vidéo. Par ailleurs, des fois, il y a une certaine confusion entre le fait de développer une problématique en lien avec l'usage des jeux vidéo, donc trop jouer jusqu'à se nuire à soi-même, et versus le fait d'aller jouer parce qu'on trouve de l'aide au sein des communautés de joueurs et joueuses, et là, de prendre en compte que ces personnes-là ont besoin d'aller au sein des jeux. Puis je vous dis, des fois, c'est même pas pour jouer, hein, c'est juste pour se connecter, aller jaser avec les autres joueurs et joueuses. Et donc, de considérer le jeu non pas comme le problème qui cause des problématiques de santé mentale, mais plutôt comme un lieu d'aide et de soutien moral pour ces joueurs et joueuses-là. Et donc, là aussi, il y a une espèce de dynamique là, qui est un peu complexe là, pour les organismes, pour bien distinguer là, le besoin de la personne qui demande de l'aide. Au sein des joueurs et joueuses, de la paire aidance qu'on a étudiée, bien évidemment, quand la personne arrive au bout de ses ressources pour aider l'autre personne, bien, il y a des numéros de téléphone, là, comme ici, là, qui sont échangés, qui sont envoyés, qui peuvent être pinés en bon français là, sur le canal là, du Discord pour s'assurer que les personnes qui sont en crise aient au minimum un numéro de téléphone là, 24 heures sur 24. Mais bon, avec bon, toutes les difficultés là, qu'il peut y avoir quand même dans ce contexte-là. Et donc, là où nous en sommes, c'est d'essayer bon, ben, évidemment, de faire l'analyse le plus en détail de nos résultats, mais par la suite, ça serait de vraiment voir là, comment on peut tirer le plus grand parti pour aider les joueurs et joueuses qui demandent de l'aide sur le terrain de jeu. Donc, à partir des sentinelles qui sont là, donc les joueurs-joueuses qui sont là, qui sont à l'écoute, qui connaissent les autres personnes. Puis je le rappelle, même s'ils ne se sont pas vus en face à face, hein, rapidement, on sent si la personne ne va pas bien dans la manière dont elle va interagir. D'autant plus qu'aujourd'hui, contrairement à la fin des années 90, ben, on joue presque tout le temps avec un chat vocal, donc avec la voix, là, où il y a beaucoup d'informations qui peuvent être véhiculées. Donc, de passer de ces sentinelles-là sur le terrain jusqu'à l'aide professionnelle, c'est là, où il y a le nœud et ce sur quoi là, on espère pouvoir travailler là, dans les prochains mois là, pour voir comment on peut collaborer avec les organismes officiels et aider davantage de joueurs et joueuses. Merci.